Bonjour à tous et bienvenue au sein de cette conférence sur le thème de l'entrepreneuriat qui est organisée par l'association Questions à venir. Donc avant de débuter cette conférence, j'aimerais vous rappeler ce qu'est l'association Questions à venir. Donc Questions à venir a été créée en 2015 par une équipe d'étudiants de l'ESSEC School of Management, donc une école de commerce à Paris La Défense. Donc son but c'est d'aider des élèves, que ce soit des collégiens, lycéens ou encore des étudiants en études supérieures, donc à trouver une voie, à trouver leur orientation. Pour ce faire, on intervient à la fois sur nos réseaux sociaux, à travers Instagram, Facebook ou encore YouTube cette année, mais également à travers des conférences tous les jeudis sur des thèmes différents, dans des lycées comme par exemple avec nos partenaires comme Branly ou encore Edgar Poe, mais aussi dans des centres d'orientation comme Neuilly Campus et des prépas comme Orlom. Donc avant de laisser la parole à ma vice-présidente Charlotte Guéron, je tiens à vous rappeler une règle fondamentale. Si vous souhaitez parler, écrivez sur le chat en bas à droite dans Converser ou levez la main pour prendre la parole, mais s'il vous plaît éteignez bien vos micros afin que ceci ne crée pas d'interférence avec nos intervenants. Merci beaucoup et bonne journée. Alors voilà, comme l'a dit Léa, tout d'abord, nous avons récupéré cette association dans le but de la développer et d'apporter des innovations. Donc par exemple, nous avons lancé une chaîne YouTube cette année qui chaque semaine poste une vidéo d'un étudiant présentant sa filière. Ainsi, cela permet d'expliquer aux lycéens des filières, de leur montrer des filières classiques comme comment faire du commerce ou du droit, mais aussi des études qui sont moins connues, comme par exemple comment obtenir une licence en musicologie ou même comment faire des études dans l'archéologie. Au-delà de cela, nous avons signé avec 4 nouveaux partenaires, la Prépa Orlom, le lycée Édouard Branly, le lycée Edgar Poe, ainsi que Neuilly Campus. À travers cela, nous avons élargi notre cible en ne nous adressant plus non seulement à des lycéens, mais également à leurs parents. Et nous avons réorganisé le format de nos interventions en faisant non seulement des conférences, mais également en organisant des ateliers dans des classes et des coachings. Notre but, c'est de faire un accompagnement personnalisé afin de pouvoir aider chaque élève dans son choix vers les études post-bac. Nous avons également signé avec 4 nouveaux sponsors tels que Haribo et StudyMapper. Et enfin, nous avons choisi cette année 3 thèmes de sensibilisation, l'entrepreneuriat, les études à l'étranger, ainsi que la réorientation. Donc tout d'abord, ce sont 3 thèmes qui nous tiennent à cœur et qui ne sont pas assez mentionnés d'après nous. Et alors l'entrepreneuriat, à travers cette conférence, nous espérons que l'échange avec des entrepreneurs vous aidera à avancer dans votre réflexion. Les études à l'étranger, car de nos jours, de plus en plus de filières à l'étranger sont accessibles aux nouveaux bacheliers. Et donc, on pense qu'il est important d'en parler encore plus. Et enfin, la réorientation. Par exemple, nous voulons expliquer aux lycéens que le choix qu'il fait au lycée est important, mais pas déterminant. Il faut déculpabiliser les lycéens qui ont plusieurs passions et qui ne savent pas, qui ne savent que faire lorsque le choix s'impose à eux. Et nous voyons de plus en plus de personnes qui, au cours de leur vie professionnelle, changent littéralement de voie. Donc, voici le message que nous voulons leur faire passer. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Tom, qui présentera cette conférence. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Tom Atlan, je suis trésorier de l'association Questions à venir et je vais vous présenter brièvement nos 4 merveilleux intervenants de cette conférence que je tiens évidemment à remercier de la part de toute l'association. En effet, ils nous font l'honneur et le privilège de partager avec nous leur parcours académique, professionnel et leurs expériences passées. Donc, pour ces présentations honneur aux femmes, je vais commencer par la seule femme de ce reçu, donc Madame Evelyne Platnik-Cohen. Donc, bonjour. Surtout, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc, vous avez réalisé un DUG en sciences économiques à la faculté Paris 12. Puis très vite, vous avez été intéressé par le domaine de la vente. Et selon vous, nous pouvons tous être des vendeurs. Et vous dites, la vente, c'est comme un super pouvoir, mais on ne l'apprend pas à l'école. Alors, c'est sans doute pour ça qu'en 2008, vous avez fondé Booster Academy. Donc, c'est un centre d'entraînement intensif pour devenir vendeur. Et 10 ans plus tard, en 2018, vous avez cofondé The Artist Academy. Donc, cette académie propose des coachings en ligne dirigés à travers des artistes renommés comme l'écrivain
Eric Manuel Schmitt, qui à travers une vingtaine d'épisodes environ, donné des conseils pour écrire. Donc il y a plein d'autres artistes dans plein de domaines différents, mais c'est voilà, le principe de The Artist Academy. Maintenant, je passe au deuxième intervenant, donc Monsieur Gatien Letard. Donc, votre parcours académique est très riche, puisque vous avez obtenu un master en management à Audencia. Ensuite, vous êtes parti à la University of Cincinnati College of Business. Vous avez obtenu un master finance. Et ensuite, au niveau de vos expériences, vous avez travaillé durant 3 ans chez le géant KPMG en tant que consultant senior finance, industrie et services. En 2015, vous avez créé TrainMe avec Anatole Sabi. Donc, cette plateforme consiste à pouvoir réserver des cours de sport en choisissant son coach, sa discipline, ses horaires et en payant uniquement à la séance, contrairement aux salles de sport habituelles où c'est un abonnement. Et aujourd'hui, plus de 1000 coachs sont disponibles partout en France sur le site créé il y a moins de 5 ans. Le troisième intervenant, c'est Monsieur Baptiste Loyer. Donc, vous avez été diplômé d'un IUT à Saint-Nazaire, puis vous avez obtenu également un master de commerce en marketing et stratégie à l'école de commerce de Nantes. Ensuite, vous avez travaillé un peu plus d'1 an chez Azote Service en tant que responsable commercial junior. Aujourd'hui, vous travaillez pour Lydia, donc la célèbre start-up française qui a été créée en 2011 et spécialiste du paiement mobile. Et donc, au sein de cette société où vous êtes depuis 2 ans, vous avez déjà occupé les postes de business developer et de key account sales executive. Enfin, notre dernier invité et intervenant, c'est Monsieur Patrice Dana. Donc, vous avez démarré votre carrière dans l'informatique. Donc, après l'obtention d'un diplôme en programmation informatique à l'école Data, vous avez également obtenu un master gros système à l'école CPA, donc qui appartient au groupe HEC. Et donc, vous avez commencé à travailler chez RTL, M6, puis vous avez créé Digital Domus. Un peu plus tard, vous vous êtes lancé dans le domaine du parfum. Donc, pendant 4 ans, vous avez réalisé une formation en parfumerie à Grasse. Et en 2006, vous fondez Studio Parfum. Donc, c'est une entreprise dans laquelle vous travaillez toujours et qui conçoit des parfums et des bougies sur mesure pour les particuliers et pour les entreprises. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Pierre, qui a une petite question pour vous 4. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Pierre, je suis aussi membre de la session Questions à venir en tant que responsable communication. Et la première question qu'on a à vous poser, donc vous les intervenants, c'est est-ce que c'est possible de, un par un, parler de votre entreprise avec vos propres mots afin de les présenter plus en détail à tout le monde. Qui veut se lancer hein. Bon, je vais me lancer. Puisque je suis une spécialiste de la vente, donc c'est que je sais a priori me lancer et m'exprimer. Donc bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Alors je suis la seule femme, mais je suis contente d'être représentée en tant que femme. Alors en tant que femme, et vous avez vu, j'ai un peu moins de diplôme aussi que les autres, donc c'est qu'on peut être entrepreneur, avoir une réussite, on va dire, assez correcte, à la fois sans diplôme, dépasser le plafond de verre pour les femmes. Donc voilà, c'est un joli message pour toutes les jeunes filles et les jeunes femmes qui nous écoutent. Donc la première boîte Booster Academy, c'est vraiment né d'une passion de la vente. Et c'est vrai que quand on a fait des écoles comme les vôtres, comme l'IESEG, on se dirige vers la finance, on va se diriger vers de la stratégie, vers maintenant du SI, quoi, des systèmes d'information, etc. Et moi, n'ayant pas fait tout ça, je me suis naturellement dirigée vers quelque chose de toute manière qui me passionnait, qui était la vente. Et je considère, comme vous l'avez d'ailleurs très très bien présenté, que c'est un super pouvoir. Et je l'ai vécu moi-même puisque très jeune, j'ai été meilleure vendeuse dans le groupe Vivendi et à 22 ans, j'étais directrice commerciale et je manageais donc à vos âges déjà une quinzaine de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai estimé que c'était un super pouvoir parce que moi je l'avais ce pouvoir et après donc j'ai voulu le transmettre. Et puis plus récemment, The Artist Academy, j'ai vu le copycat. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissez masterclass.com aux États-Unis et j'ai trouvé absolument génial parce qu'aujourd'hui on est sur les passions, on a envie de se réaliser. Et je me suis dit mais c'est complètement génial de se dire qu'on va pouvoir apprendre avec les meilleurs au monde. Moi je rêve d'écrire des séries pour Netflix, voilà, j'ai un rêve caché et en fait si j'ai envie d'apprendre, j'ai plus envie d'apprendre avec la meilleure scénariste au monde
plutôt qu'avec quelqu'un qui vient vous voir, mais enfin qui a jamais rien écrit, qui est pas tellement célèbre, qui coûte pas très cher en termes de cours, clairement, mais qui a pas fait de réalisation. Et donc confier des secrets de stars et savoir comment ils ont réussi, ça a été. Donc ça veut dire que globalement, si je prends les deux boîtes, elles sont vraiment liées à des passions personnelles. Et à la transmission, l'envie de transmettre aussi des choses. Voilà pour la présentation en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Qui veut prendre la suite? Je vais prendre la suite. Bonjour à tous. Ravi d'être là aussi. Effectivement, moi, mon approche sur l'entrepreneuriat, il date d'un certain temps. En fait, moi, j'ai décidé de faire une école de commerce parce que j'avais envie de créer ma société depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai d'ailleurs mené des petits projets à côté avant de lancer Trainme. Et ça a toujours été ça qui m'a drivé à la fois dans le choix de mes études, de mes diplômes et même mes 3 ans chez KPMG, même si ça peut paraître un peu étrange, parce que KPMG, on ne peut pas dire que ce soit un bastion d'entrepreneurs, mais je savais que j'avais un grand manque, c'était sur la rigueur, sur la façon de formaliser les choses. Et par contre, à contrario, KPMG est une très bonne école, ce type de cabinet, pour vous apprendre à travailler de manière rigoureuse et de manière organisée. Donc, ce qui m'a permis d'acquérir cette compétence et pouvoir créer ma société dans ce que je pensais les meilleures conditions. Cela étant dit, je pense, je n'ai pas une expérience énorme non plus, mais qu'il n'y a jamais de moment idéal ni parfait pour lancer une activité entrepreneuriale. Ok, merci. Je vais suivre du coup. Très bien. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord. Je suis Patrice Dana. Je sais pas, je suis sur l'un. Ça roule là? D'accord. Je suis Patrice Dana. Donc, j'ai créé il y a 15 ans, enfin, plus moins de 15 ans, donc, une structure qui s'appelle le Studio des Parfums. L'idée au départ a été de pouvoir créer des parfums sur mesure et de proposer au tout à chacun un parfum tel qu'il le souhaite, sans payer des fortunes telles que le proposait Guerlain à l'époque, c'est-à-dire en fait quelque chose qui ressemblait à 35-40 000 euros. J'ai démarré cette idée avec la volonté de proposer à chacun donc des formules spécifiques, mais également donc développer ça en bougie, développer ça sur tous les supports. On a monté dans le Marais, donc à Paris, centre, à l'époque, donc les 15 ans 2006, un studio boutique, c'est-à-dire que les gens viennent, créent leur parfum et repartent avec, y compris pour les entreprises. L'entreprise vient, veut designer un parfum et elle repart avec. Donc, on travaille aujourd'hui sur le développement de pas mal de séries pour des structures qui n'ont pas forcément les moyens de développer 15-20 000 flacons, mais qui veulent commencer de manière un peu plus contrôlée, modeste, voire aux alentours de 500 000, 2000 pièces. Idem pour les bougies en série courte. Tout notre parcours au niveau de la société, c'est proposer de manière personnelle, y compris sur le flacon, y compris sur le packaging, quelque chose d'original, qui est en général proposé sur les gros projets, mais pour des sociétés clientes de taille raisonnable. Mon parcours a toujours été orienté vers l'innovation et vers le sur-mesure, y compris, vous avez évoqué tout à l'heure ma carrière d'informatique, RTL M6 et puis ensuite Digital Domus. On a travaillé sur Deciderum, on a fait de l'innovation et on parlera, je crois, des parcours particuliers un peu plus tard. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, pour terminer la boucle, donc moi c'est Baptiste. Donc moi je travaille chez Lydia. Donc Lydia c'est très connu chez les jeunes parce que voilà, on est le leader du paiement mobile en France. Donc comme l'a dit, ça a été créé en 2011. En 2011, c'était pas sous l'appellation Lydia, ça s'appelait Drink on Me. En fait, c'était simplement un système pour pouvoir se rembourser quand on allait boire un verre avec des amis. Et en 2013, c'est devenu Lydia, où justement, où le but est, en plus que quand on va boire un verre entre amis, c'est pouvoir se rembourser entre potes n'importe quand. C'est une entreprise française, notre siège est à Paris. Aujourd'hui, on a 3 600 000 utilisateurs. Pour vous montrer un petit peu l'évolution de Lydia, de 2013 à 2018, on avait 800 000 utilisateurs. Et de 2018 à aujourd'hui, donc en 2 ans, on est passé à 3,6 millions. Donc voilà, on a quasiment multiplié par 4 en 2 ans ce qu'on a fait en 5 ans.
Donc, ça prouve qu'on est sur une évolution qui est plus belle d'année en année. Aujourd'hui, on n'est pas uniquement présent qu'en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lydia, on est présent aussi dans d'autres pays européens, qui sont le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Et on va être amené à développer dans les jours qui viennent l'Allemagne, la Belgique et la Slovaquie. C'est un projet qui est en cours durant l'année 2020. Pendant de nombreuses années, donc pendant ces dernières années de 2013 à 2018-2019, l'objectif était vraiment de mettre en avant le paiement entre amis. Donc vraiment, voilà, pour pouvoir se rembourser, s'envoyer de l'argent instantanément par le téléphone. Aujourd'hui, le but de Lydia, c'est encore de voir plus loin. Et je pourrais détailler ça un peu plus tard. Mais voilà, le but, c'est de vraiment devenir la super app des services financiers en Europe. Donc voilà en gros pour la présentation de Lydia. D'accord, merci beaucoup. Donc après que vous ayez tous présenté voilà, votre entreprise plus en détail, j'ai une seconde question pour vous qui est, donc aujourd'hui vous êtes tous entrepreneurs, quel a été chez vous vraiment l'élément déclencheur? On va dire un moment en particulier qui vous a donné envie de vous, voilà, de vous mettre, vous y mettre. Je vais commencer, je ne suis pas triste. J'ai travaillé au départ sur une grosse structure qui s'appelait RTLM6 et grosso modo, j'ai vu à ce moment-là arriver la fusion entre le monde de l'image et le monde informatique et de la télévision. En fait, ça paraît aujourd'hui assez évident d'avoir un téléphone portable sur lequel on regarde Netflix, ça paraît assez évident de pouvoir communiquer tel qu'on le fait au travers de Zoom, mais il y a un moment, donc pas loin de 25 ans, c'était tout à fait nouveau et ce métier n'existait pas encore. Quelques années plus tard, ça devait s'appeler multimédia. Et en fait, lorsque j'ai vu poindre cette fusion entre le monde de l'image, le monde du numérique et des supports, la société qui m'employait, donc RTLM6, n'allait pas forcément sur cette direction tout de suite. Il fallait 4-5 ans, c'est le problème des structures lourdes. Et j'ai décidé à ce moment-là de suivre une intuition et de vouloir de créer cette fusion entre le monde de l'image et le monde du data et de la télévision. C'est ce qui, à l'époque, m'a amené à créer la première structure. Et ensuite, tout au long donc, de ces années, l'idée était à la fois d'évoluer, de m'adapter, d'adapter à la société et de toujours rester frais quelque part en termes d'innovation. J'ai décidé donc à 15 ans de changer de métier, toujours pour la même raison, et de partir vers le monde de la parfumerie, par passion. Je pense que la passion, lorsqu'on crée une structure, lorsqu'on crée un projet, lorsqu'on crée une entreprise, doit être le fil conducteur. Pas de passion, compliqué. Donc évidemment, la gestion et le reste sont importants, hein. Mais la passion doit être un fil conducteur. Ok, donc vous, c'est vraiment une histoire d'intuition et de passion à suivre. Oui. Merci beaucoup. Alors, ensuite, qui veut prendre la parole? Alors, je peux prendre la parole. Oui. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas du tout ça. C'est pas une jolie histoire à la base. On m'avait dit quand j'étais très jeune que j'allais monter ma propre boîte. Et à l'époque, c'était pas du tout à la mode d'être entrepreneur. Donc, quand le chasseur de tête m'a dit ça, je l'ai regardé. Je lui ai dit non, mais en fait, il veut pas me trouver de job. Il doit me trouver beaucoup trop nul. Donc, il m'a dit ça pour se débarrasser de moi. Donc, ça, je devais avoir 19-20 ans. Et puis, quand j'ai une trentaine d'années, donc je suis sortie du groupe Vivendi et à ce moment-là, j'avais un très beau job, très bien payé, mais j'étais une femme sans diplôme et je me suis rendu compte que j'allais pas retrouver un job aussi rapidement. Et donc, quand je suis partie du groupe, parce que le groupe était vendu, c'est sur les années 2000, donc le groupe a été vendu. Et je me suis assise à la table de mon salon et je me suis dit déjà je vais écrire mon premier bouquin qui s'appelle Vendre au grand compte et au compte stratégique qui vient d'être juste réédité là pour la 4e fois et je vais déjà écrire. Alors Amazon n'existait pas, hein. Il était un temps où Amazon n'existait pas, faut quand même le savoir, et donc je cherchais moi des bouquins sur les grands comptes et donc je le trouvais pas, donc j'ai dit je vais écrire le livre que je cherche. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je sois à mon compte. Donc, 3 semaines après avoir quitté l'entreprise, je me suis mise à mon compte. Alors, pas tout de suite directement, mais un peu par défaut, en me disant de toute manière, j'arriverai pas à trouver un job aussi bien payé, étant femme, relativement jeune, et en plus enceinte à l'époque. Donc voilà, c'est une décision, ce qu'on appelle le plafond de verre des femmes à un moment donné. Ceci dit, vous comprenez qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. D'accord, c'est super intéressant, ouais, cette idée de se dépasser à travers la création de sa propre entreprise. Ensuite, quelqu'un d'autre?
Moi, comme je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'était une envie qui datait d'assez longtemps. Et ce qui a déclenché le moment où je suis passé à l'acte, entre guillemets, c'est deux choses. C'est déjà ma situation professionnelle où je ne me retrouvais pas complètement. J'avais l'impression de ne pas totalement me réaliser et j'avais vraiment des frustrations, que ce soit sur les projets amenés, sur ma vision un peu de ce que je voulais faire plus tard. Et deuxièmement, un moment plus, on va dire, plus marché où je trouvais que, pour ce qui me concerne, le marché du sport était très peu digitalisé et j'y voyais vraiment une belle opportunité de faciliter la pratique sportive grâce au digital. Et donc, ça m'a amené à l'idée de Trainme. Mais c'est à la fois une situation personnelle professionnellement inconfortable et pas réalisée. Et d'un autre côté, en regardant une situation personnelle, une situation économique qui me satisfaisait, que je voyais vraiment une opportunité et une envie de participer à cette aventure-là. Vous, c'est vraiment pour voilà, répondre à un problème que vous aviez personnellement. Ok. Et enfin, Pour finir, bon, du coup, moi, je ne suis pas entrepreneur. Moi, j'ai rejoint une entreprise, une start-up qui était au tout début de son histoire. Donc, moi, je n'ai pas cette fibre et cette expérience à pouvoir parler au niveau de l'entrepreneuriat parce que je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai rejoint des personnes qui l'ont fait et c'est très, très satisfaisant. Moi, je peux parler plus de l'après, d'être dans une entreprise qui grandit énormément et très rapidement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, rentrer dans un grand groupe, c'est un peu plus une solution de facilité parce qu'on rentre dans quelque chose qui fonctionne et on sait qu'on a cette sécurité. Moi, ce que je peux voir, c'est que voilà, le monde de la start-up et du coup de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un endroit où il y a plein de choses à faire. Je ne suis pas entrepreneur, mais aujourd'hui, j'ai cette liberté chez Lydia qui permet de pouvoir proposer un peu ce que j'ai envie. Donc, j'ai un peu ce côté-là. Et quand je vois l'évolution en 2 ans que je suis arrivé chez Lydia, la progression que ça a et comment on peut mettre en place de nombreux projets et voir tous ces projets qui aboutissent, c'est vraiment une vraie satisfaction. d'accord, merci. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Adrien, qui va poser la prochaine question. Donc bonjour, donc comme dit avant, je m'appelle Adrien, je suis co-responsable du pôle sponsor, donc avec Léa que vous verrez plus tard. Et déjà, bravo et félicitations pour votre parcours tous, parce que je trouve que c'est assez impressionnant que soit d'une part, vous ayez monté de toutes pièces un projet, soit rejoint un projet et avoir participé à la croissance. Moi, je trouve ça vraiment fort. Et j'ai une question plutôt pour Madame Platnik-Cohen. C'est donc vous êtes à la tête de 2 entreprises. D'une part, Booster Academy, que vous avez créé en 2004 pardon. Et l'année dernière, vous avez créé The Artist Academy. Et d'après vous, c'est quoi le moment où vous avez pris le plus de plaisir ou si vous avez eu le plus d'enthousiasme dans ce parcours de création? Alors, c'est bien parce que vous me posez la question dans le bon sens, parce que vous avez beaucoup de gens qui vous posent la question sur les obstacles. Et en fait, un entrepreneur se souvient jamais des obstacles qu'il a eus. Donc, ça, merci d'avoir posé la question dans le bon sens. Sur la partie enthousiasme et bonheur, franchement, j'ai que ça. Alors, je vais vous en donner 2, 3, par exemple, quand j'ai gagné la BFM Academy en 2009, donc entrepreneur sur 50, et je gagne 150 000 € de pub sur BFM pour Booster Academy, ça a complètement dopé mon modèle, donc ça a été une joie immense. Autre joie immense, quand j'ai eu pour The Artist Academy Eric Emmanuel Schmitt, alors que la boîte n'existait pas, même The Artist Academy, le nom, on ne l'avait pas encore trouvé, et qu'Eric Emmanuel Schmitt me dit « Ah, mais j'ai vu ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux. » Alors, il me voyait sous Booster Academy. Vous avez l'air très dynamique, très sympa. Moi, je vous crois, je vous suis. J'ai toujours voulu faire ça. Donc, je vous suis. Et là, vous raccrochez, vous dites, mais c'est un miracle. Et la réalité, c'est que c'est une masterclass qui se vend très, 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 très bien. Donc, voilà, il y a des fois. Et puis là, c'est vrai qu'en cumulant les 2 boîtes, je crois que je vais vous dire la vérité, c'est que tous les jours, je dois avoir 2-3 moments complètement hystériques, soit parce que vous avez un banquier qui vous fait confiance, soit parce que vous avez un client qui vous fait confiance, ou un artiste qui vous fait confiance, soit du chiffre d'affaires, des ventes. Enfin, vous avez du plaisir absolument, de toute manière, plusieurs fois par jour.
D'accord. Bah, c'est vraiment intéressant et j'espère que ça va donner l'envie à presque 70 personnes qui nous regardent quand même, l'envie de lancer sa société, parce que c'est quand même du plaisir et comme vous dites, il y a des obstacles de temps en temps, mais en fait on les oublie parce que c'est tellement contrebalancé avec quelque chose qui est formidable et de voir son petit truc de base qui devient vraiment important et que ça réussit, c'est vraiment génial. Je vais passer la main maintenant à Guillaume. Bonjour à tous, donc encore une fois merci d'être là. Je suis le secrétaire de questions à venir. Donc moi j'aurais plutôt une question pour vous Baptiste qui avait donc rejoint Lydia vraiment à ses tout débuts. Ce serait pourquoi avoir choisi ce secteur? Pensez-vous qu'il est porteur en termes d'innovation et même quelles seraient les possibles améliorations sur lesquelles vous pourriez travailler en ce moment? Alors, pourquoi j'ai rejoint Lydia? Alors, à la base, je ne partais pas du tout pour rejoindre une entreprise comme Lydia. Moi, j'ai un parcours qui est assez atypique parce qu'on l'a présenté rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis sorti de mon bac S, j'ai rejoint directement une filière chimique. Donc, j'ai fait pendant 2 ans un DUT génie chimique, génie des procédés. Donc, il n'y a totalement rien à voir avec le commerce et encore moins quelque chose à voir avec le monde du paiement mobile. Et, euh, et à la fin de ce diplôme, que j'ai validé sans problème, et j'aurais pu continuer dans cette filière-là, avoir une école d'ingénieur après, je me suis dit, OK, c'est pas ce que je veux faire. Et j'ai pris le risque de changer complètement et de partir sur une licence dans le commerce. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à découvrir le monde du commerce, où j'ai travaillé dans la pub pour commencer pendant ma licence. Et ensuite, j'ai attaqué mon master où j'ai continué dans la pub. De fil en aiguille, j'ai eu une très mauvaise expérience à ce moment-là, qui aurait pu me faire tout arrêter. Et je me suis dit, OK, mais j'aime quand même ce que j'ai fait au début, donc je veux continuer. J'ai rattaqué un petit peu la chimie et le commerce dans ma licence, justement, donc voilà, dans mon master, pardon, chez Azote Service, donc qui est une filiale du groupe Air Liquide pour ceux qui connaissent. Et en sortant de là, donc, je suis arrivé sur le monde du travail. Donc moi, à l'origine, je viens d'une ville, c'est important, donc, qui est Saint-Nazaire, qui est près de Nantes, donc avec un fort attachement à mon milieu familial. Et du jour au lendemain, malgré le fait que j'étais dans une entreprise depuis plus de 3 mois pour mon premier CDI où je vendais de la pub, je me suis dit, OK, au final, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça ne me stimule pas assez. J'ai besoin d'être dans un environnement beaucoup plus compétiteur où j'avais besoin de défis. Ça ne me suffisait pas. Je me disais, je suis jeune, il faut que je parte. Et c'est pour ça que j'ai décidé du jour au lendemain de partir à Paris et du coup d'intégrer une startup comme Lydia. Pourquoi Lydia? J'avais la chance d'avoir quelqu'un que je connaissais qui était donc, en tant que business developer dans mon équipe actuelle. Et ce qui me parlait, ce qui me présentait, ça me plaisait énormément. Ce côté liberté. Pour vous expliquer un petit peu, moi, chez Lydia, je m'occupe beaucoup de la partie avec les campus étudiants. Donc, je suis en relation directe avec les associations étudiantes sur les campus. Et donc, ce côté-là, ce côté jeune, dynamique, etc., m'a beaucoup attiré. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Lydia. Au niveau, je crois que la deuxième partie de la question, c'était surtout les améliorations à apporter ou qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer encore Lydia aujourd'hui. Euh, En fait, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que moi, mon travail, quand je suis arrivé il y a 2 ans, n'est déjà plus le même aujourd'hui. Quand j'étais chez Lydia à la base, quand je suis arrivé, le but, c'était encore de faire de la conversion. Ça veut dire que c'était encore d'aller chercher de nouveaux utilisateurs, d'aller encore sur de nouveaux campus et d'aller chercher de nouvelles personnes. Aujourd'hui, et je pense que chacun peut le voir dans son entourage, on a tous des gens qui utilisent Lydia autour de nous. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux utilisateurs régulièrement. On prend 6000 nouveaux utilisateurs par jour sans rien faire. Et vous voyez, vous n'avez jamais vu de pub Lydia à la télé pourtant. Et pourtant, ça se fait par le bouche à oreille. Et donc, en fait, aujourd'hui, on arrive dans une problématique où on doit venir générer du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Lydia, on est encore indépendant. On a cette chance de ne pas avoir été racheté par une banque. Et pourtant, ce n'est pas les sollicitations qui manquent. Et donc, on a nos utilisateurs, mais on doit convertir nos utilisateurs en utilisateurs payeurs. Donc, ça veut dire que déjà aujourd'hui, moi, quand on se déplace et on va à la rencontre des gens, on ne va plus vendre la même chose. Les gens ont déjà Lydia et maintenant, il faut les faire adhérer aux produits qu'on propose à côté, etc. Donc, en fait, l'amélioration, c'est de trouver de nouveaux services autour des services financiers, donc qui est aujourd'hui le créneau de Lydia, pour pouvoir justement générer ce chiffre d'affaires et de faire de Lydia une entreprise qui vit de levée de fonds, une entreprise qui vit de son chiffre d'affaires et qui fait du bénéfice.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications précises et éclairantes.